Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Le Grand Déballage qui reçoit aujourd'hui un artiste engagé. Il est militant, donc celui-là qui se bat pour la démocratie, la bonne gouvernance dans son pays, le Cameroun. À l'état civil, il s'appelle Gaston Abe Abe, plus connu sous le nom d'artiste donc Valsero. Il est à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre. Valsero, bienvenue sur le plateau de Burkina Info. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. 44 ans, engagé donc pour la défense, la bonne gouvernance au Cameroun. Comment se passe votre séjour au Burkina Faso? Ben, je crois que je me sens très bien. Je me sens très bien au-delà du côté mystique qui entoure le Burkina Faso. Côté mystique? Bah oui, le Burkina, c'est quand même une... Ce sont les hommes qui font l'histoire. Et capitaine Thomas Sankara était un grand homme qui a imprégné le Burkina du côté mystique, qui fait qu'il y a ce vent de liberté qui souffle toujours au Burkina. Et je crois que tout acteur de la liberté, tout défenseur des droits de l'homme, quand il est au Burkina, il sent tu vois, il sent ce vent de liberté, il respire ce vent de liberté et déjà il se sent bien. Puis après, Burkinabé, c'est des mecs magnifiques. C'est-à-dire, ouais, c'est un peuple accueillant. 2015, 2019, c'est la deuxième fois que vous venez au Burkina. Chaque fois quand vous prenez l'avion pour venir au Burkina, quel est le sentiment qui vous anime? Ouais, c'est toujours avec un petit moment, un petit pincement de plaisir. Il y a toujours ce petit côté plaisir, surtout comme je te dis, c'est très lié aux gens. Au-delà du vent de liberté qu'on peut respirer à plein poumon au Burkina, il y a les gens. J'ai des amis ici, il y a Diallo qui est là, la famille des Ciné Droit Libre, mon pote Smoke, Samska, tu vois. Et ils habitent ici. Et puis Awadi, il n'est jamais très loin, donc il vient tout le temps ici au Burkina. Donc il n'y a pas seulement ça, il y a les gens, tu vois, les êtres humains, les amis, la famille. Chaque fois que je viens, je pense à eux. Et à distance, quand Valsero apprend que le Burkina est victime d'attaques terroristes, ça n'a pas fini, vous dites quoi finalement? D'abord, je suis triste. D'abord, je suis triste. Et tout d'un coup, je continue de m'interroger. C'est-à-dire, c'est un peu comme au Cameroun. Chaque fois que tu te lèves le matin et tu entends qu'il y a eu 5, 10, 15, 20 morts dans le nord-ouest, c'est-à-dire peut-être dans le Lébialem ou bien ou à, je sais pas moi, à Bamenda ou à Boya, quelque part dans le nord-ouest de mon pays, le Cameroun, c'est toujours cette grosse tristesse. On a l'impression qu'on n'a pas avancé. On a l'impression qu'on va vers le mur. On a même l'impression que c'est peut-être pire qu'avant. Tu vois, c'est ce sentiment de... C'est un dépit. Ouais, tout en ayant cette solidarité agissante pour les peuples de Burkina Faso et toutes les populations ouest-africaines victimes de terrorisme aujourd'hui. Je crois que c'est même pas de... C'est de l'amour qu'on a pour ces peuples frères. Moi, je parle de moi, par exemple, et tout. Je peux sentir chaque douleur, je peux sentir chaque explosion, parce que ça ne touche pas que le côté physique, mais ça touche aussi l'idée d'une Afrique libre, l'idée d'une possibilité où les peuples vivraient ensemble. Ça touche ça. Tu vois, c'est beaucoup plus profond que juste une bombe. C'est pour ça qu'on se dit, non, le terrorisme n'est pas... C'est une attaque économique. Comme ça que je définis le terrorisme et je vois, j'ai l'impression, je sais, et je me dis, c'est mon humble avis, à chaque bombe, c'est le Burkina, c'est le Mali, ce sont ces États, c'est le Niger qui subissent cette attaque économique de la part de nos amis impérialistes occidentaux. Je pense beaucoup plus à ces gens qui ont des intérêts directs. C'est-à-dire quand vous voyez un pays comme le Mali, le Niger, et que vous vous rendez compte, par exemple, que la France peut miser sur
sur les 25 prochaines années de son développement, en s'appuyant sur l'uranium du Niger, par exemple, vous vous rendez bien compte que si le Niger est en paix, en sécurité et développé, la France n'aura pas accès à sa guise. Donc pour vous, le combat c'est contre l'impérialisme, et sans ça, on ne pourra Je pas crois lutter que contre le terrorisme. Le terrorisme est une arme impérialiste. Ce n'est pas juste des Africains qui voudraient tuer des Africains sans intérêt. S'il n'y a pas un gain derrière, non, le terrorisme est une arme impérialiste. Et vous, votre solution c'est quoi? Même si vous n'êtes pas un homme de tenue, vous avez quand même votre petite idée sur comment lutter contre le terrorisme dans ces pays africains? C'est économiquement. C'est économiquement, c'est en prenant notre responsabilité, en étant des peuples que l'Afrique commence à prendre ses responsabilités. On ne peut pas continuer de déléguer nos responsabilités. On doit à un moment donné être justement ces Africains qui peuvent financer leur développement. On ne peut pas tout le temps déléguer. On fait des accords de coopération pour la défense. On n'arrive pas à se défendre nous-mêmes. On n'arrive pas à manger nous-mêmes. On construit un puits d'eau avec l'appui de l'Union européenne. On est des peuples déperfusés. Vous voyez, même pour payer les salaires, il faut qu'on emprunte de l'argent au FMI. Ça veut dire qu'on ne produit rien du tout. Et par contre, on a un sous-sol riche. On a le sous-sol de conquête. On a un sous-sol d'avenir qui nous permet à nous d'être des conquérants de demain. Et évidemment, le monde ne veut pas que nous soyons les conquérants de demain parce qu'ils se servent déjà de notre propre sous-sol pour eux aller à la conquête de demain. Tu vois, c'est un peu ça. Vous avez des tonnes de... Il faut une vraie indépendance du continent africain. À tout prix, il faut une indépendance déjà des peuples africains. Nos dirigeants actuels ne sont pas indépendants. Malheureusement, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Burkina, que ce soit la preuve, c'est qu'ils peuvent se faire convoquer par le président français et y aller, même si ça nous choque, même si ça nous énerve. Ils peuvent y aller parce que s'ils n'y vont pas, ben voilà, on aura des problèmes pour avoir des médicaments. Les parents ne seront pas payés à la fin du mois. Les routes, les ponts ne vont plus avoir lieu. On paye, on prend de l'argent partout, même pour faire des stades. Donc il a besoin d'y aller, ce président. Donc pour qu'on coupe avec l'impérialisme, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on produise, qu'on devienne des pays producteurs, qu'on devienne un peuple qui finance son propre développement, qu'on paye nos taxes. 80% de la population des mecs qui travaillent au Burkina sont dans l'informel, personne ne paye de taxes. Oui, il y en a qui payent quand même des taxes. Mais je qui suis payent tout des à taxes. fait d'accord, mais... Il y en a qui payent des taxes, voilà. On peut dire qu'il faut quand même encourager le civisme fiscal pour le développement du pays, mais on ne dit pas que 80% ne payent pas tout de même. Il y a des efforts qui sont faits au niveau des populations. Moi, je viens du Cameroun, vous voyez, vous avez la chance, vous ici au Burkina, les gens ils payent peut-être les taxes. Mais moi, je viens du Cameroun, où les gens ne payent pas les taxes, où on est un peuple de perfusés, où on réussit même à déléguer l'électricité. Il n'y a rien qui est acquis par la souveraineté. Voilà qui est intéressant. Ça nous permet d'ouvrir le débat sur le Cameroun. Vous avez été interpellé le 26 janvier 2019. Dites-nous comment les choses se sont passées, dans quelles circonstances vous avez été interpellé? Ben, j'étais interpellé en marge d'une manifestation de contestation, déjà des résultats de la dernière élection présidentielle 2018. Vous vous attendiez à être arrêté sans doute, parce qu'avec le pouvoir de Paul Biya, tout de même, c'est pas facile. Non, mais moi, je n'avais pas prévu. Je savais pas, sinon je serais resté chez moi. Non, je pense que chaque chose qui doit être fait. Il ne faut surtout pas penser aux conséquences. L'idée, ce n'était pas de savoir si je vais me faire arrêter. L'idée, était d'aller manifester pacifiquement, bien sûr, pour dire non au hold-up électoral, non... Pour vous, le président Paul Biya n'a pas remporté l'élection présidentielle? Non, bien sûr. Vous en êtes sûr à 100%? Bah, écoutez, comme chaque élection présidentielle, il y a un jeu, il y a des règles. Lorsque les règles ne sont pas respectées, le résultat est quasi faussé. Donc, ce n'est pas des élections qui ont obéi aux règles de l'élection. Et quand vous avez été arrêté, la première des choses qu'on vous a reproché, c'était quoi exactement? Insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, je ne sais pas, il y avait quoi? Il y avait plein. J'avais 8 motifs en fait. J'avais insurrection,
atteinte à la sûreté de l'État, outrage au chef de l'État, trouble à l'ordre public, et, quoi Rébellion aussi. rébellion, rébellion en bande organisée. C'était Mais 8 pour vous, chefs c'était d'armée. gros en fait, hein, parce que vous dites on est sorti pacifiquement et le pouvoir nous réprime parce qu'on ne veut pas de Bien liberté au sûr, Cameroun. c'était grotesque. C'était grotesque. C'était grotesque et je crois que c'était la première fois que le dirigeant camerounais, Paul Biya, avait face à lui, et tout le système bien sûr, avait face à eux une contestation réelle de l'élection, parce que ce qui se passe avec les pays qu'on a en Afrique et qui ne tiennent pas la légitimité du peuple, c'est que l'un des principes qu'ils ont, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de la contestation. Donc quand un peuple est bien zombifié, il ne conteste pas les résultats. Parce que pour eux, le vote, ça ne sert à rien. Vous avez été arrêté, cela a duré pratiquement 6 mois. 10 mois. 10 mois. Alors dites-nous les conditions de votre détention. Comment vous étiez traité en prison? Bah, comme le général, non. C'est-à-dire tranquille. J'ai pas... Il n'y a pas eu de torture, Non, il n'y a j'ai pas eu de été- sévices corporels, j'ai rien pas du été tout. traité pire qu'un autre prisonnier. Je respectais les règles. Quand vous allez en prison, vous respectez les règles. Si vous respectez les règles de la prison, il ne vous arrive rien. Est-ce que déjà en prison, vous vous êtes dit, c'est plus que jamais le moment pour nous de nous engager, d'être déterminés pour faire en sorte qu'il y ait la démocratie au Cameroun? Je crois qu'on était déjà... La question n'était plus à s'il fallait s'engager. Non, On mais est- peut-être une source de motivation davantage, peut-être, de par cette détention en prison de 10 mois. Non, mais je pense que quand tu vas en prison, tu sais que ce pourquoi tu te bats est important. C'est-à-dire, je pense que c'était la première conclusion à laquelle on arrivait direct, c'est que bah, voilà, ce qu'on fait sens. C'est-à-dire, ça voudrait dire que le système se sent menacé, le système est en train de vaciller, le système vient de recevoir une autre voix et ils réagissent. Parce que quand le système ne ressent pas la pression qui vient de l'opposition, il vit tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait une pression réelle. Et c'est ce que ça voulait dire. Vous étiez nombreux à être arrêtés finalement. 500 au total. C'était quand même un monde hein, qui a été arrêté ce jour-là. Bien oui, ça a coûté énormément cher de maintenir 500 personnes innocentes en prison. Mais ça a permis de démontrer que bah voilà, il n'y avait pas de respect des droits de l'homme au Cameroun, qu'il n'y avait pas un respect des libertés individuelles. Ça a permis de démontrer que notre système judiciaire est totalement aux ordres et que la justice n'est pas libre au Cameroun. Mais le Cameroun, Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Pourquoi c'est maintenant que vous décidez finalement de contester? Parce qu'on s'est dit depuis longtemps, c'est la seule personne qui est au pouvoir, qui règne comme un roi sur le Cameroun. Pourquoi maintenant? Bah, je ne sais pas, moi, mes cousins burkinabés, ils ne peuvent pas savoir pourquoi ils ont attendu 27 ans ou 22 ans. Non, 27 ans, pourquoi ils ont attendu 27 ans, on pourrait poser la question. Non, ça n'est pas la volonté des peuples. Je ne crois pas que 27 ans avant, le Burkina était très content de leur président Blaise Compaoré. Je crois que non. Mais Donc pour vous aujourd'hui, Paul Biya, à un moment donné, vous vous êtes dit, trop c'est trop peut-être? Mais c'est comme je vous dis, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui ressent la douleur dans sa chair. Et c'est lui qui choisit le process. Mais le peuple, il bouge toujours. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne peut pas savoir. Donc pour vous, c'est un début de quelque chose qui est en train de s'écrire pour le Cameroun à partir de cet instant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peuple plus résistant que le peuple du Cameroun. En termes de lutte, ça fait 1 an que le peuple conteste cette élection présidentielle parce que, contrairement aux autres révolutions qui commencent à moi à me poser des questions, parce que quand un même processus est mis en application dans plusieurs endroits, je soupçonne directement de la manipulation, c'est-à-dire le soulèvement populaire n'est pas forcément, parce qu'aujourd'hui on doit savoir qu'il y a aussi des soulèvements populaires organisés, mais un soulèvement populaire qui n'a pas de fondement politique, qui n'a pas de base politique, qui ne s'appuie pas sur une alternative directe, ça voudrait dire qu'on arrive... c'est comme si tu prenais le pouvoir, tu le mettais encore dans la rue à la portée de n'importe qui. Non, nous, on est peut-être sur une révolution politique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir le nombre de manifestations des Camerounais de la diaspora dans le monde
C'est-à-dire que... Pour vous, c'est le début, peut-être la fin? Non, mais on n'est même plus en train de se poser la question. On a amorcé notre propre révolution. Mais néanmoins, il est toujours président du Cameroun. Ben, mais écoutez, c'est comme je vous le dis, c'est quand il sera plus président du Cameroun et qu'on aura installé le système qui nous représente, c'est-à-dire celui pour lequel on se bat, ben, ce sera le bon moment. Alors, votre combat, c'est pour que Maurice Kamto soit président finalement? Non, c'est pour que le peuple camerounais soit libre de penser. Mais vous avez dit son propre publiquement que développement. vous le soutenez sur le plan matériel, Mais psychologique, sur tous les plans, vous l'avez dit vous-même. Mais je vous promets que c'est la meilleure alternative, c'est l'alternative. Pour moi, c'est lui le vainqueur de l'élection présidentielle 2018. C'est-à-dire de manière claire et nette. C'est-à-dire tant qu'il contestera cette victoire, tant qu'il revendiquera cette victoire qui lui a été volée, je le soutiendrai à 100%. Pour moi, c'est l'alternative. Quand je regarde le paysage politique du Cameroun, il n'y a pas meilleur candidat au poste de président de la République, bien sûr. Alors, lui, aujourd'hui, est-ce que vous avez un compromis? Est-ce qu'il y a un accord qui vous lie à ce monsieur? Vous êtes un rappeur, on ne vous voit pas engagé dans le parti politique, mais vous dites, je défends une cause noble. Est-ce qu'il y a un accord qui vous lie à Maurice Kamto? Genre, quand il deviendra président, il y a des choses que vous souhaitez qu'il fasse pour le Cameroun. Mais bien sûr, mon soutien à Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle 2018 était basé sur un contrat. C'était quoi exactement le contenu de ce C'était un contrat en 10 points, c'est-à-dire il y avait une grosse place pour déjà tout faire pour stopper la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et faire retourner les enfants à l'école et les familles dans leur maison. Il y avait de mettre sur pied une politique culturelle qui permette à l'artiste camerounais de pouvoir enfin vivre de son art et pouvoir développer l'industrie culturelle au Cameroun. Il y avait un point important sur l'éducation qui est pour nous la base de revoir très vite notre système d'éducation qui aujourd'hui ne produit pas suffisamment de gens outillés à affronter les enjeux du nouveau millénaire parce que je pense que le monde n'est plus comme avant et les jeunes Africains doivent se mettre au niveau, ils doivent se mettre à portée de ça et tout. Et puis après, il y avait la problématique de l'emploi jeune au Cameroun qui est toujours là. 75% de la population jeune en âge de travailler et au chômage et vit des petits métiers. Donc on avait une dizaine de points sur lesquels on s'était accordé qui devaient être la priorité de sa gouvernance, oui. au cas où il serait président. Alors, dis-moi, après vous avez été libéré, vous-même vous l'avez dit, Paul Biya dit que c'est à l'issue d'un dialogue national que cela a été fait. Est-ce que vous n'êtes finalement pas redevable envers ce monsieur pour vous avoir donné la liberté? Ben, il ne nous a pas donné la liberté, c'est lui qui nous a arrêtés. On ne lui est redevable de rien du tout. On a été arrêtés illégalement et emprisonnés arbitrairement. Non, je suis désolé, je ne lui dois rien, ce monsieur. C'est lui qui me doit 10 mois de ma vie, qu'il m'a pris illégalement, sans le moindre respect de mes droits. Et ce dialogue politique, est-ce qu'il a changé quelque chose finalement dans le fond sur les dissensions au Cameroun actuellement? Non, je pense que ceux qui observent la situation au Cameroun savent que voilà, on est toujours dans cette politique d'exclusion, où les décisions sont toujours exclusives. Donc le dialogue national n'a pas pu créer le contexte de discussion inclusive dont on avait besoin au Cameroun pour pouvoir régler le problème. Il y a toujours la violence, on est à plus de 3000 morts dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui. C'est encore des milliers de déplacés, ça ne donne pas, il n'y a pas de signe comme ça qui dirait que voilà, demain ça va s'arranger. Donc je crois que le dialogue, il a été plus un monologue qu'autre chose. Alors, vous aujourd'hui, vous êtes engagé, vous êtes un activiste camerounais. Dites-nous clairement le cas de Paul Biya, qui continue d'être président depuis 1982 à aujourd'hui. Vous dites, si ce monsieur ne quitte pas le pouvoir, le Cameroun n'aura jamais la paix? Mais je crois que c'est aujourd'hui devenu, malheureusement pour lui, une des conditions sine qua non à la paix au Cameroun. C'est-à-dire, tant qu'il sera président, il n'a pas les clés. C'est sa gouvernance qui a produit cette situation. Il ne peut pas être la maladie et le remède en même temps. Donc au Cameroun aujourd'hui, il est un problème.
il est un problème pour le Cameroun. Il est le problème, c'est sa gouvernance, c'est son système, sa méthode de gouvernance qui a frustré les Camerounais, qui les a radicalisés, qui les a finalement poussés à prendre les armes contre ce qu'on appelle la République et tout, parce qu'ils se sont un peu sentis intégrés dedans. Donc, il ne peut pas être encore la solution. Non, non. Pour vous, ce n'est plus la solution. Non, alors, Lettres au président, Zombie, sont des chansons donc venant de vous, qui ont eu à marquer donc la jeunesse camerounaise. À partir de cet instant, est-ce que le pouvoir politique vous a toujours inquiété avant même que les manifestations n'aient lieu? Parce qu'on se disait, ce sont des chansons très engagées qui contestaient donc la légitimité et le pouvoir de Paul Biya au Cameroun. Je crois que c'est l'ensemble de mon œuvre qui m'a amené en prison aujourd'hui. Vous posez bien la question. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement parce que j'aurais soutenu Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle, c'était que... Vous étiez dans le viseur alors, depuis longtemps? Bah oui, oui, j'étais... Il y a eu des listes qui ont circulé au Cameroun, des personnes qui étaient ciblées par les services de renseignement, et j'avais ma place bien au top de la liste et tout. Donc je crois que le contexte de contestation post-électorale était tel que, voilà, il fallait mettre hors d'état de nuire tous les gens qui pouvaient être présentés comme des allumettes, des étincelles, dans une ambiance qui était quand même assez pétrolifère, c'est-à-dire le contexte post-électoral était très tendu, climat politique tendu, le gouvernement a voulu agir avec fermeté, énergie, agressivité et violence pour tuer toute forme de, tu vois, de velléité. De contestation, de manifestation. Ou si les gens avaient même une idée de vouloir bouger, il faudrait qu'ils comprennent que l'ascension allait être effroyable et tout. Donc voilà. Votre libération, c'était le samedi 5 octobre 2019. Ça s'est bien passé. Finalement, on a vu une foule exceptionnelle vous accompagner, vous acclamer. Quand vous êtes sorti, qu'est-ce que la population vous disait quand vous êtes redescendu sur le terrain? Qu'est-ce qu'on vous disait de façon continue? Bah, je crois que déjà, ils étaient là. Ça, c'est extrêmement important. Avoir tous ces gens, l'amour, le peuple, tu vois, c'était totalement génial. Et on ne va pas les remercier assez. Ils nous ont démontré qu'on se battait pour une cause noble, une cause réelle, qu'ils comprenaient notre lutte, qu'ils étaient avec nous dans notre lutte, et qu'ils ont pris des risques et qu'ils sont prêts à prendre des risques. C'était un message d'amour fort. Il y a eu des appels de partout, et même du Burkina Faso, des organisations de défense des droits humains, Amnesty International. Partout dans le monde, il y a une certaine solidarité autour de votre cas. Et quand vous êtes sorti de prison, vous vous êtes dit, plus que jamais, les Camerounais doivent se battre, moi, au-devant de la lutte. Ben, je crois que c'était la première résolution qui pourrait arriver. Il ne faut plus que les gens soient arrêtés. Plus jamais d'arrestation encore au Cameroun, selon vous? Dans l'expression de leurs droits fondamentaux. Un état de droit, ce n'est pas une fiction. Un état démocratique, ce n'est pas un slogan. La démocratie ne se décrète pas. Pas un décret. Et tout ce que je ferai à partir d'aujourd'hui, c'est que plus jamais ça n'arrive. On a remarqué, Valsero, donc, que le combat qui a été mené a été assez long et périlleux pour vous, donc interpellé, libéré, avec notamment un soutien populaire à la suite. Ce que je voudrais maintenant savoir avec vous, comment vous vivez, vous, Camerounais, aujourd'hui, le fait que le président Paul Biya passe une bonne partie de son temps hors des frontières du Cameroun, alors que c'est lui qui est le président du Cameroun? Bon, on est frustré, non? On est frustré, on a presque envie d'avoir honte d'être Camerounais, parce que parfois le président, il est quand même l'image du pays, quoi, tu vois. C'est-à-dire, le président, parfois, quand il marche, s'il est jeune, on a l'impression que vous avez un jeune pays. S'il est vieux, on a l'impression que vous avez un vieux pays et tout. S'il est absent, c'est comme si vous avez un vieux pays absent, quoi, tu vois. Donc oui, on le vit très mal, parce que voilà, c'est un président qui n'a pas beaucoup de respect pour son peuple. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que Paul Biya, politiquement, il est terminé et il faut impérativement donc finalement qu'il laisse le pouvoir, parce qu'on a l'impression que ce n'est plus lui qui dirige le pays, un président qui peut s'absenter plusieurs mois de son pays. Apparemment, il ne gouverne plus le Cameroun depuis plusieurs années. Ben, c'est aussi ce qu'on serait amené à penser. Vous avez parlé des monstres qu'il a fabriqués, tout ce monde-là qui travaille pour lui éventuellement.
C'est un peu ce qu'on serait amené à penser, que oui, c'est... Tu peux pas. Tu sais, après, déjà quand tu as beaucoup d'années, tu as 86 ans et tout, c'est difficile de toujours être alerte, en train de travailler et tout. Donc déjà son âge prouve qu'il ne doit pas beaucoup travailler, son âge prouve qu'il ne doit pas être en bonne santé physique pour faire le travail que doit faire un président, parce que c'est quand même beaucoup de boulot et tout. Donc quand vous voyez son âge, vous n'avez pas besoin de midi à 14 heures pour voir qu'il a quand même des facultés assez diminuées et tout. Il faut toujours être interpellé sur les scénarios qui se répètent. Et quand vous voyez la plupart des présidents en Afrique, ils sont pratiquement un peu dans le même état, surtout en Afrique centrale, et ceux qui ont été renversés par les différents courants de vent de révolution partis du monde arabe. Mais qui dirige finalement son pays? Personne en Afrique. Les présidents africains, on voit bien que ce n'est pas eux qui dirigent. On voit bien qu'ils obéissent aux ordres. Ils tiennent la boutique. Tu vois, et quand ils veulent faire une route, ils demandent au FMI s'ils peuvent faire la route. Et le FMI dit, on va voir si on a de l'argent pour vous donner pour faire la route. Quand ils veulent, et parfois on leur donne cet argent, ils volent encore cet argent et tout. C'est-à-dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle de cette éducation. Qu'on ne doit plus être frustré, on doit savoir que les générations avant, celles qui nous dirigent aujourd'hui, n'a pas eu les codes et comment on peut appeler ça, et la liberté, la souveraineté nécessaire pour pouvoir proposer un plan de développement à l'Afrique. Alors ils ont géré les Africains en prenant l'argent là-bas pour vous donner des écoles, en prenant l'argent. Mais ils n'ont pas mis les Africains au travail. Alors, si on revenait sur le cas de Cameroun, est-ce que vous dites qu'il faut mener le combat pour que Paul Biya ne termine pas le mandat pour lequel il a été déclaré vainqueur et installé? Non, je crois qu'il a 86 ans. Le problème pour nous, c'est plus Paul Biya. C'est plus vraiment lui, c'est de pouvoir... Mais pourtant, c'est le président du Cameroun. Je suis d'accord, mais comme vous savez, chaque chose est méthodique. Paul Biya, il a 86 ans. Il travaille à peine, les gens ils font de la pression, il y a de fortes chances qu'il n'arrive même pas à la fin de son mandat, et même là on n'est pas en train de faire une opposition par embuscade, on est en train de travailler sur une alternative politique. Et cette alternative politique a des mécanismes qui peuvent intégrer toute forme d'impeachment. C'est-à-dire ça peut partir d'un soulèvement populaire à une paralysie, à n'importe quoi, ou à une offensive. Donc vous travaillez encore sur des stratégies pour mettre fin à ce pouvoir, hein, sans non, mais vous écouter attentivement, c'est le cas. Ben, je crois personnellement que on ne peut être qu'en train de faire ça, sinon ça voudrait dire qu'on est content. C'est juste le process qui lui est totalement différent. On vous connaît, des militants également du parti donc, de Maurice Kamto qui sont connus. Est-ce que vous sentez un engouement populaire au-delà de votre cercle-là contre ce pouvoir de Paul Biya? Parce que si c'était véritablement une volonté populaire, il serait tombé depuis longtemps. Ben, je pense encore que c'est très manichéen de définir l'engouement populaire. Ça ne se fabrique pas. Vous avez une émotion dans un environnement. Vous sentez quand les gens ils sont heureux et quand ils ne sont pas heureux. Et quand vous arrivez dans un pays comme le Cameroun ou bien n'importe où, je prends toujours global, hein, parce que pour moi, vraiment, l'Afrique, c'est l'Afrique avec les mêmes problèmes. Donc vous connaissez peut-être mieux la situation du Cameroun. C'est encore mieux de parler de cette situation. Ah non, mais vous inquiétez pas, jamais traveler. Moi, je voyage partout dans le monde, partout en Afrique. Je travaille sur la révolution des mentalités africaines. Donc je suis tout aussi intéressé par le Burkina Faso, que je suis intéressé par le Sénégal, que je suis intéressé par la Côte d'Ivoire, ou je suis intéressé par tous les pays d'Afrique centrale. Où il faut la démocratie, la bonne gouvernance et tout ça. Surtout en Afrique. Oui. Surtout en Afrique. Oui. Parce que je cherche les modèles pour voir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Mais ça devient intéressant. Est-ce qu'on peut regarder de ce côté? Est-ce qu'on peut regarder de ce côté? Est-ce que vous dites aux jeunes Camerounais qui sont avec vous que le Burkina est un exemple qu'il faut suivre éventuellement avec ce qui s'est passé en 2014, l'insurrection d'octobre? Je dis aux jeunes Camerounais que le Burkina a fait preuve de courage et de liberté. Ils ont fait preuve d'envie. Mais il faut essayer d'aller plus loin parce qu'aucun process n'est parfait.
il faut réussir à parfaire. C'est d'observer la révolution dans le monde arabe, en Égypte, en Libye, en Tunisie, au Burkina, maintenant au Soudan, et de voir quel a été le résultat. Parce que c'est à partir d'un résultat, c'est à partir du contexte post-révolution qu'on sait si on a opéré une révolution ou si on ne l'a pas opérée. C'est extrêmement important à comprendre. Et les enseignements que vous tirez, que vous dites aux jeunes Camerounais, c'est quoi exactement de toutes ces révolutions que vous avez citées tout à l'heure? Ben, je crois le verre à moitié plein ou le verre, il faut voir de l'autre côté de la... Non, je crois qu'il faut être froid. Il faut être froid parce que l'impérialiste manipule par les émotions. Ce ne sera pas la première fois qu'on vous fait croire que vous avez pris la liberté alors que vous ne l'avez pas prise. Donc, on ne doit plus justement être ce peuple passionnel qui peut se limiter à finalement jouer un rôle dans la pièce de sa propre vie et être manipulé. Il faut avoir le fondement politique, c'est-à-dire aujourd'hui, une insurrection, une révolution, un soulèvement populaire, c'est bien, mais c'est encore meilleur si on a une base juridique, si on a une base politique, si on a une alternative politique de gouvernance qui mettrait le peuple lui-même au cœur justement de cette propre révolution. C'est là où, à la fin, on finira par arriver à quelque chose. Et c'est ce que vous voulez faire donc pour le compte du Cameroun, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, parlons à présent donc des zones anglophones, parce que le pouvoir de Yaoundé est contesté. Dans les zones anglophones, ça ne va pas non plus. Alors, le Cameroun, on a l'impression qu'il est divisé en deux aujourd'hui. Bah oui, c'est de prime abord l'impression qu'on peut avoir. C'est les conséquences de cette gouvernance catastrophique qui ont justement fait disparaître l'autre dans son envie de franciser le système camerounais, de le rendre trop français au point de vouloir faire disparaître notre particularité anglophone avec sa culture, avec ses gens, avec sa manière de voir, qui était un enrichissement pour le Cameroun, mais qu'on a vu en train d'être francisé au point où ils ont eu l'impression de ne plus appartenir à la même nation. À la même nation. Alors, on parle aujourd'hui, au niveau du pouvoir de Paul Biya, on parle, en tout cas selon nos informations, on parle d'une possibilité de décentraliser, de telle sorte que le pouvoir au niveau donc, des zones anglophones ait un statut spécial. Est-ce la porte de sortie éventuellement? Mais bien sûr que non, c'est une arnaque. Donc le statut spécial dont on parle pour les zones anglophones, vous n'y croyez même pas du tout. Mais comment c'est que vous, si jamais Sankara vous écoutez dans votre bouche en train de dire qu'il y a un Burkinabé qui doit avoir un statut spécial au Burkina, ça veut dire quoi si ce n'est pas une arnaque politique? Comment c'est qu'un citoyen pourrait avoir un statut spécial dans le même pays par rapport à un autre citoyen? Non, c'est la limite de l'intelligence. On est dans le précipice de l'incohérence, là. Et ça, c'est quand un système n'a plus rien à proposer. C'est une arnaque coloniale. C'est-à-dire que c'est une gouvernance de colonie. C'est-à-dire les expressions comme statut spécial. C'est vraiment le truc du colon, quoi, tu vois. À vous écouter, apparemment, le Cameroun est au bord du précipice actuellement. Je crois que le Cameroun est au bord du changement. Le précipice, on ne peut pas être plus bas qu'on est en ce moment. On a 3000 morts, des milliers de déplacés. Le taux de chômage est au plus profond. Les prisons sont pleines d'activistes et de politiques et de défenseurs de droits de l'homme. Non, on est déjà dans le précipice. On essaye d'en sortir. Est-ce que vous avez peur d'être arrêté à nouveau après de retour au Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la prison, ça fait rire personne. Ce n'est pas un endroit où on a envie d'y retourner comme ça, juste pour le plaisir. Mais pour l'engagement, ça ne devrait pas vous étonner d'être en prison? Ben oui, mais écoute, je ne savais pas déjà que j'allais y aller, j'y suis allé, donc rien ne prouve que je ne vais pas y retourner. Et avec Maurice Kamto, aujourd'hui, est-ce que vous discutez de façon continue sur la situation dans les zones anglophones, sur la situation à Yaoundé et tout ça? Ben, j'avoue que je ne parle pas avec lui de manière continue, mais les quelques fois où on parle, c'est toujours le même homme qui a toujours les mêmes sujets sur la table. Comment faire pour sortir le Cameroun de là? Comment lui donner l'alternative politique? Parce que moi, je réfléchis qu'en termes de politique en ce moment.
je pense qu'il est important qu'on réfléchisse tous en termes de politique. Le développement du Cameroun aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Avec Paul Biya, sans doute, c'est clair pour vous. Il faut que ce monsieur-là quitte. Paul Biya, ça fait 36 ans qu'il est là, il a 86 ans, ça fait 37 ans. On ne peut plus parler de développement avec lui. L'autre question que les Burkinabés ou les Africains se posent, comment un président peut durer autant au pouvoir avec un peuple qui continue de l'observer à part quelques révoltes comme ce que vous faites aujourd'hui? Mais je pense que c'est injuste. J'arrête pas de vous le dire. C'est-à-dire, déjà, il y a même les pays qui ont eu l'alternance au sommet de l'État ont attendu presque 30 ans. Je suis désolé, réveillez-vous. Même ces pays, même l'Égypte a attendu au moins 20-30 ans, Libye au moins 20-30 ans, Burkina au moins 27 ans. Oui, 27 ans. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas une maladie continentale. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense qu'à chaque fois, il faut savoir d'où les peuples viennent. Et il faut très vite définir ce que vous appelez une victoire. Moi, je ne veux pas une alternative, une alternance pour l'alternance. Il faut une alternance avec une alternative politique crédible. Politique crédible. Oui. Il faut que l'après Paul Biya soit vraiment l'après. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui a à voir avec Paul Biya sur ce truc. Ça veut dire que si Paul Biya quitte aujourd'hui, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, il faut démanteler donc son système politique. Ben oui, et pour ça, il faut créer un système politique. Il faut remplacer un système politique par un autre système politique, pas par rien du tout. Et puis après, on verra celui qui plaît le plus aux Français, celui qui a le plus d'argent. Finalement, l'impérialiste peut facilement encore, parce que le contexte est favorable pour lui, de vous pondre un opposant qui finalement n'est toujours pas un opposant, mais qui est en train de venir suivre la même feuille de route de l'autre. Alors vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, vous avez dit de l'Afrique centrale. Paul Biya, il y a également à côté, on a le Congo-Brazzaville et autres. Vous dites, Paul Biya, la chute de Paul Biya au Cameroun peut être un exemple pour les autres en Afrique centrale, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Mais non, je pense que ce ne sera pas un exemple. Ou peut-être le début d'un processus éventuellement. Vu la position de l'Afrique, du Cameroun au niveau de l'Afrique centrale, un changement politique influencerait forcément l'ambiance politique continentale. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, surtout quelqu'un qui, s'il était remplacé par quelqu'un qui n'est pas dans la continuité, s'il était remplacé par quelqu'un qui fait une politique de rupture par rapport à ce qui a toujours été fait, tu vois, qui ferait une politique de rupture par rapport au rapport avec la métropole et des mécanismes comme ça. Là, ça aura une influence. Alors parlons à présent des différentes révolutions. On a vu ce qu'est devenu la Libye après la révolution et puis la mort de Kadhafi. Est-ce que vous dites qu'il faut avoir peur que d'autres pays ne soient dans la même situation que la Libye aujourd'hui? Mais je vous parlais de la Libye, voyez l'Égypte. Regardez la Tunisie. Oui, bien sûr. Regardez le Soudan. Non, je suis désolé. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est l'après-révolution toujours. Est-ce qu'après, le peuple va se sentir exister? L'Algérie qui continue de lutter après Bouteflika. Jusqu'à présent. Non, je pense qu'il qu'il faut préparer l'après politiquement. Il ne faut pas faire une révolution sans avoir une orientation politique, sans avoir des leaders politiques, sans avoir identifié, le peuple doit identifier le leadership politique par lequel ils veulent remplacer. C'est un travail dur qui prend du temps, parce que c'est de la crédibilité qu'il s'agit. Il s'agit de légitimité. Les dirigeants doivent chercher la légitimité. Certains disent aujourd'hui que si le président Paul Biya quittait le pouvoir, il y a de fortes chances que la zone anglophone prenne son indépendance au Cameroun. Est-ce que ça, ce spectacle... Là, ils sont en train de la prendre plus tôt parce qu'il est au pouvoir, non? Il ne faut pas vous tromper. La scission est claire et nette
en ce moment, que ce soit en termes d'activité de contrôle, même les préfets, les sous-préfets, les maires n'arrivent plus à aller travailler là-bas. On n'arrive pas à voir comment on va faire les élections et tout. Non, c'est avec Paul Biya que les anglophones sont en train de chercher à prendre leur indépendance. Et que si jamais ils restent là, oui, c'est ce qui risque d'arriver. Donc la seule chose pour laquelle ça n'arrive pas, c'est qu'il faut qu'ils partent. Certains disent hein, sur le continent africain que ce sont les artistes. Vous avez parlé tout à l'heure de Samska, de Smoke. On a vu ce qu'ils ont fait en 2014 au Burkina. Valsero donc du côté du Cameroun. Vous avez parlé de Awadi également du côté du Sénégal. Comment vous expliquez finalement que ce soit des artistes musiciens qui soient les porte-flambeaux de ces révolutions dans les différents pays africains aujourd'hui? Non, mais je pense qu'il faut, en partie, hein, il faut être moins naïf encore. Tu vois, je vous dis, on n'est pas seul dans le monde. On n'est pas seul. C'est-à-dire que le monde, c'est un ensemble d'interactions qui réagissent ensemble. Et il y a toujours des gens qui décident. Ils décident de qui a fait la révolution et qui ne l'a pas fait. C'est au niveau des récompenses que tu sais qui c'est qui était dans la révolution et qui c'est qui ne l'était pas. Le plus important ici, c'est pas d'être sexy, tu vois. Parce que c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est que parfois le média occidental qui décide justement d'attribuer des points à la fin, c'est lui qui décide de savoir qui est sexy ou pas. Non, je pense qu'une révolution, elle doit être basée sur des fondements politiques. Nous, on n'essaye pas, moi personnellement, j'essaye pas d'être le prochain artiste qui va soulever les populations. Non, je pense qu'on les éduque suffisamment bien. On est des éveilleurs de conscience, c'est ce qu'on est. On est des gardiens. On est des gens qui avons choisi de se servir de la musique pour pouvoir rendre sa dignité à la jeunesse africaine. Tout comme les autres ont choisi d'utiliser la musique pour divertir et abrutir. C'est vraiment ça, à la base d'abord. Puis après, les conséquences sont là. C'est que ça open mind, quoi. Oui, mais c'est important parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça trouve son explication par le fait qu'il y a Smoke qui fait le rap comme vous. Awadi également fait le rap comme vous. Oui, mais c'est l'énergie du rap, frère. Aux États-Unis, tu avais Public Enemy, il faisait aussi du rap comme nous. Tu vois, c'est l'énergie du rap est de porter les peuples. L'énergie du hip-hop est de porter les souffrances du peuple. Parce que le hip-hop a cette énergie de pouvoir porter. Est-ce que vous avez un projet de faire une chanson pour l'indépendance du Cameroun, pour le départ de Paul Biya avec Smoke, Samska ou encore Awadi, un travail d'équipe à ce niveau-là? Non, je pense pas, je pense pas. On n'a pas ce projet-là. On a peut-être des projets autres sur des sujets qui sont peut-être pas portés forcément par la musique, mais qui sont portés par d'autres mécanismes, des séminaires, des formations. On a plus des projets comme cela, sur lesquels on bosse depuis un moment. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à Ciné Droit Libre, pour pouvoir arranger tout ça. On a une prochaine réunion qui va se passer en février. On sera à Dakar au Sénégal. Ce sera pour l'Université des mouvements citoyens en Afrique, l'UPEC. Donc, non, on a plein de... Et ce sera quoi le projet de ce mouvement citoyen africain-là? Ben, c'est un projet, c'est une plateforme. Ça fait 2 ans qu'elle a été créée. Ça s'appelle Afriki. Il y a presque tous les mouvements africains sont toujours représentés là-dessus. Camerounais, Burkinabé, Congolais, Sénégalais, Tchadiens, Centrafricains. Et c'est désormais quoi, une action commune de lutte? Chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, ben voilà. On le fait de façon solidaire? Voilà. C'est pour se former, pour échanger en termes d'expérience, pour se tenir la main quand c'est dur, parce qu'on mène quand même des activités assez dangereuses. Donc c'est pour pouvoir assurer tout ça. Est-ce que vous êtes sûr que l'impérialisme ne financera pas finalement ce mouvement citoyen africain? Bien sûr que oui. Parce que souvent ça commence comme ça, après vous allez avoir des soutiens étrangers et tout, que vous allez peut-être accepter. Oui, c'est très possible. Qu'est-ce qu'on en sait? Le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est toujours ce que tu en fais. Voilà. Mais vous ne devez quand même pas accepter l'argent de l'impérialisme. Vous avez dit que les Africains doivent lutter eux-mêmes pour s'affranchir de cette domination. C'est pas l'argent de l'impérialisme, c'est le nôtre. C'est pas l'argent de l'impérialisme, c'est l'argent de l'uranium du Niger. C'est l'argent du pétrole du Cameroun. Ce sont nos milliards qui sont bloqués dans le compte d'affectation spéciale pour ceux qui utilisent le franc CFA en France.
c'est notre fric. Alors, Le plus important ici, c'est quel type d'Africains sommes-nous? À quoi nous sert l'argent? Si c'est pour arranger vos petites vies, construire vos petites maisons, rouler en voiture, rigoler, avoir des petits problèmes comme cela, eh bien écoutez, c'est bon, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez avec de l'argent. Mais si vous voulez éduquer les masses, si vous voulez parler aux jeunes, si vous voulez construire les sociétés avec des personnes qui auront été dézombifiées, décolonisées, déparasitées, et que vous pouvez le faire, peu importe d'où vient l'argent, il faut le faire. Il faut le faire. Alors le franc CFA, vous êtes fermement opposé? Ben, c'est totalement, mais même viscéralement opposé. C'est-à-dire, quand tu vois le franc CFA, ce n'est même pas seulement de manière physique que c'est une insulte pour l'Afrique, c'est même l'idée de l'Afrique qui est insultée avec l'existence du franc CFA. C'est la dignité de l'Afrique, la capacité de l'Afrique. C'est tout qui est remis en question avec l'existence du franc CFA. Notre capacité à être autonome, notre capacité à gérer nos vies, notre capacité à organiser nos États, notre capacité à être autonome. C'est ça même qui est remis en cause avec l'existence du franc CFA. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu vois, c'est un manque de respect, mais fondamental. Donc là, vous lancez un appel aux différents chefs d'État des pays qui utilisent le franc CFA. Il faut impérativement sortir de cette monnaie. Je lance surtout un appel aux Africains que nous sommes. Nous devons sortir de cette monnaie. Parce que le constat est là, c'est que nos chefs d'État n'arrivent même pas à se décider s'ils vont sortir ou pas. Tu vois, ils jonglent comme ça et tout, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres, c'est des dirigeants qui ont des dirigeants. C'est des gouverneurs, ils gèrent la boutique, ce n'est pas une insulte. Mais c'est ce qu'ils sont, parce qu'ils sont des dirigeants issus de la colonisation. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les nouveaux jeunes, on doit rajeunir la classe politique, on doit rajeunir les dirigeants de demain, on doit rajeunir les nouveaux jeunes africains, doivent pouvoir être là. C'est très insultant de voir, pour nous Camerounais, de voir un monsieur comme Paul Biya, 86 ans, aller voir un jeune homme comme Macron, 41 ans, comme s'il n'y avait pas de jeunes politiciens au Cameroun. Parce que justement, il y a très peu de jeunes qui s'essayent en politique, ils veulent tous être des joueurs de football, des danseurs, des animateurs télé et tout, des trucs comme ça et tout. Donc il faut pousser les jeunes aujourd'hui à se dire, c'est eux l'alternative de demain, c'est eux étant décolonisés qui, en 2 temps, 3 mouvements, vont signer la mort du franc CFA. Et on passe à autre chose. Alors est-ce que vous êtes sûr que la jeunesse africaine sera une bonne relève pour le continent? Mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, c'est pour ça qu'on travaille, on est obligé d'être optimiste. On est obligé d'être optimiste. La jeunesse africaine, elle est forte. Parce que c'est une jeunesse qui a subi, le peuple africain est fort. Alors comment vous expliquez l'Union africaine, son incapacité à faire face aux différentes crises sur le continent? Ouais, parce que ce n'est pas des pays légitimes. C'est comme je vous ai dit, les dirigeants de l'Union africaine. Même l'Union africaine est une organisation illégitime. C'est-à-dire, elle ne tient pas ses fondements de la liberté de l'Afrique. Elle ne tient pas son énergie, sa base, son financement, sa survie de l'énergie de l'Afrique. Elle n'a aucune base politique africaine. C'est une administration créée en parallèle avec une autre administration comme l'Union européenne, comme ça, même qui finance même en même temps l'Union. Non. Avec le siège de l'Union africaine qui a été construite, qui a été construit par la Chine, par exemple. Ben oui, il faut mettre tout ça de côté. Ce sont les éléments de... C'est ça qu'on dit que l'Afrique est corrompue, c'est-à-dire que le développement de l'Afrique est corrompu. Mais vous souhaitez qu'on remplace l'Union africaine par quoi? Non, qu'on remplace les jeunes, que les jeunes Africains remplacent les vieux Africains. Ce n'est pas un problème d'Union africaine. Si c'était d'autres présidents qui étaient là, d'autres mentalités, d'autres Africains décolonisés, l'Union africaine deviendrait rapidement une machine pour défendre les intérêts de l'Afrique. Alors, de retour au Cameroun, quel sera votre prochain combat majeur à mener? Ben, on est toujours, déjà moi je suis dans l'éducation, je mènerai toujours le même combat, rendre son autonomie à la jeunesse camerounaise, lui donner l'éducation nécessaire, les clés nécessaires pour qu'elle puisse jouer son rôle politiquement au Cameroun. Donc un réveil, continuer de travailler dans l'implication des jeunes en matière de gestion de la chose publique pour qu'ils existent. Faire souffler un vent de révolution au Cameroun.
Alors, un autre aspect de votre vie, étant en prison, vous avez épousé donc Erja Kaikkonen, c'est bien cela? Kaiko. Yes. Donc, une diplomate finlandaise hein, qui travaillait donc à Yaoundé dans la section politique de la délégation de l'Union européenne. Étant en prison, comment finalement ça s'est passé? C'est la Kaiko, baby. Elle est terrible. Non, c'était l'heure de se marier. Tu vois, n'avait pas... Avant que j'aille en prison, on était déjà en train de le faire. Donc, ça commençait à être long. Tu vois, on n'avait pas une idée de savoir quand c'est que je vais sortir de prison. Et l'amour n'attend pas, tu vois. L'amour n'attend pas, donc elle est venue dans la prison et on s'est mariés dans le bureau du régisseur de la prison, à très huis clos, quoi. C'était exceptionnel tout de même. Hein? C'était magique. C'était magique. Je crois que je l'aimerais toute ma vie, cette femme. On s'arrête là, merci à vous et plein succès pour la suite de votre combat pour plus de démocratie, de liberté et de bonne gouvernance au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Et bon retour surtout. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.